Alors, on va retrouver Jean-Dominique et Hélène. Excuse-moi de vous avoir de vous avoir laissé sur le côté pendant tout ce temps. Et Jean-Dominique, toi, tu vas nous emmener vers à la fois un constat assez sombre du traumatisme auquel on est confronté. Et on l'a tous remarqué, il y a des gens là qui sont dans la rue avec des masques ou dans leur voiture avec des masques, où on sent qu'il y a vraiment une séquelle, quelque chose qui est de l'ordre de la séquelle traumatique. Donc tu vas nous parler de tout ça, c'est ça? Absolument, merci. Et ce sera une bonne continuité avec l'exposé de Dominique que je remercie parce qu'effectivement c'est tellement important de nommer les choses. Et puis, comme tu l'indiquais, Louis, il y a quelque chose d'assez compliqué dans ce que je vais partager, mais avec cette nuance que je bascule en mode plein écran. Merci de me confirmer si jamais il apparaît bien en tant que tel. Alors attends, on est en train de mettre. Attends, voilà. Je crois que c'est bon. Tu as tes diapositives. Tu peux peut-être commencer à y aller. D'accord, très très bien, merci. Alors, parce qu'effectivement, nous avons tous une certaine résilience et une certaine capacité de faire face à ce qui nous arrive, mais il est important de ne pas passer à côté de la réalité du traumatisme répété que nous vivons dans la durée. Et j'en parle beaucoup, et notamment des émotions naturelles que ça nous fait vivre, et puis avec parfois des personnes qui m'écoutent en disant oui mais bon, faut pas exagérer, finalement on arrive à faire face relativement bien. Et une dame m'a écrit suite à une conférence, alors c'est une anecdote, en me disant mais j'avais pas mesuré la gravité de cet impact, et quand vous avez commencé à en parler, les larmes se sont mises à couler. Et je crois qu'il faut vraiment être vigilant quant à reconnaître la réalité de cet impact pour pouvoir en faire quelque chose d'utile pour nous-mêmes et pour éviter qu'il s'accumule dans la durée. Alors je rappelle juste deux concepts fondamentaux en santé mentale pour commencer. Le premier à gauche, c'est que la santé, c'est pas juste l'absence de maladie, c'est pas une ligne droite. Il y a en fait, si on veut, deux axes. On peut avoir des troubles ou ne pas avoir de troubles, et puis l'autre axe, c'est qu'on peut être plutôt en bonne santé ou plutôt en mauvaise santé. Et on n'a pas forcément de maladies psychiques ou de troubles particuliers. Dans ce cas-là, ça ne veut pas forcément dire qu'on peut être qu'on est forcément en bonne santé. À l'inverse, on connaît des gens qui ont des maladies psychiatriques et qui vivent relativement bien avec et qui donc ont une santé mentale élevée. Et donc, notre responsabilité, c'est d'identifier, au fur et à mesure des semaines et des mois qui passent, où est-ce qu'on en est de cette santé intérieure, de cette santé émotionnelle, psychique et relationnelle. Et puis à droite, vous avez, c'est pour ça qu'on parle de salutogenèse, cette représentation. La médecine s'est beaucoup focalisée au cours des décennies sur les maladies, l'origine des maladies. La salutogenèse, c'est ce qui réfléchit à l'origine de la santé. Et notamment, quand il y a un facteur de stress d'une gravité particulière, ça génère une tension, et selon les ressources internes et externes dont nous disposons, on va soit basculer dans la pathogenèse, c'est-à-dire qu'il y a un problème qui va apparaître et qui va dépasser nos capacités de faire face, ou bien quelque chose qui va, au contraire, nous amener dans la préservation et même la construction de la santé. C'est ce qu'on appelle la salutogenèse. Et puis, la question m'a été posée, est-ce que c'est possible de passer de la pathogenèse à la pathogenèse quand on est déjà entré dans la maladie? Bien sûr, c'est ce qu'on appelle le rétablissement, et notamment dans le domaine de la santé mentale, c'est particulièrement important, c'est un courant de recherche et de pratique actuellement en pleine effervescence. Alors pourquoi est-ce que j'ai parlé de psychopandémie à la suite de Michel Maffezoli, qui est le premier à ma connaissance à avoir utilisé ce terme? Eh bien, c'est parce qu'en fait, on observe aujourd'hui qu'il n'y a pas de pandémie au sens médical du terme. Je vous rappelle qu'une pandémie, c'est une épidémie qui se déroule simultanément dans beaucoup de pays différents en générant une mortalité inhabituelle. C'était la définition de l'OMS jusqu'en 2011. Ça, il n'y a pas eu. Il y a en tout cas encore moins aujourd'hui. Par contre, on a une psychopandémie, c'est-à-dire qu'il y a ce décalage tout à fait fascinant entre le réel de l'épidémie qui est modéré et la perception collective qu'on en a eue. Je cite votre président réélu qui, lors du débat présidentiel avant le deuxième tour, disait « Cela faisait un siècle que nous n'avions pas connu une telle pandémie ». Il est mal informé. Laurent Toubiana, qui est quand même le meilleur connaisseur de cette matière en France, lui a dit qu'il s'agit d'une épidémie plutôt bénigne, en rappelant
qu'un rapport du Sénat de 2010 listait les méthodes à appliquer durant une épidémie. En 2020, ils ont fait tout le contraire. Et il a également rappelé que tous les experts qui avaient induit les autorités en erreur lors de la crise H1N1 ont été reconduits et se sont retrouvés nommés à des positions de responsabilité, alors que ce sont des gens qui gèrent mal ce genre de situation. Petit rappel, ce sont les données officielles françaises, donc vous voyez les 3 années, 2019, 2020, 2021, la mortalité générale mois par mois. Alors on voit effectivement les deux, la première vague de mars-avril, le rebond épidémique, puis après plus rien, fin de l'épidémie avril 2021, pas de vague, pas de 4e, pas de 5e vague. Pourtant, c'est entre avril 2021 et décembre-janvier 2022 que les mesures de contrainte les plus violentes ont été appliquées en l'absence de toute réalité pandémique. Et les confusions, on les connaît, je les rappelle juste, c'est la confusion entre des tests positifs et des malades, c'est pas du tout la même chose. Le fait d'imputer tous les décès possibles ou suspectés au Covid, alors que ça n'en est pas la cause dans un grand nombre de cas, le déni des traitements précoces, des mesures de contrainte que l'on savait inefficaces et destructrices, et enfin la marche forcée vers l'expérimentation génique. C'est pas partout comme ça. Ça, c'est le ministre de la Santé de l'État de Floride. Vous savez qu'aux États-Unis, c'est des États qui correspondent un peu à des pays en Europe en termes de taille. Et lui dit, vous voyez, c'est difficile à trouver des masques en Floride. Il faut vraiment les chercher le cas échéant. Et puis, ils sont ridicules selon le gouverneur et un déni de science selon le ministre de la Santé, qui lui-même a énoncé à quel point il était violent et insensé que des médecins qui ont rappelé qu'aucune science solide ne justifie l'imposition du masque se soient vus poursuivis, suspendus, voire persécutés pour avoir simplement énoncé quelque chose qui relève d'une réalité scientifique. Alors évidemment, on sait aujourd'hui que le confinement et les mesures de contrainte ont eu des conséquences psychologiques absolument dramatiques. Vous voyez, déjà en février 2020, on l'évoquait. Et là, j'ai fait une intervention au CSI au mois d'août passé sur ce sujet. Je vais vous tenir un peu au courant de l'état de la science. Donc une étude réalisée auprès de plus de 1600 personnes, publiée en 2021, conclut que le Covid et les mesures de restriction ont eu un très fort impact psychologique sur la population mondiale. Par ailleurs, cet effet ne correspond pas au modèle courant des syndromes de stress post-traumatique. Et en fait, pour une raison assez simple, c'est qu'un état de stress post-traumatique, il résulte d'un événement traumatisant. Vous faites tirer dessus, vous avez un accident de voiture, vous subissez une agression, et c'est donc l'événement qui va générer l'état de stress post-traumatique. Or, dans le cas du Covid, l'immense majorité des gens qui sont à la limite de ce syndrome ou qui ont basculé dedans n'ont rien vécu. C'est uniquement la psychopandémie qui en elle-même a été traumatisante. Et donc, voilà, il y a des propositions et des décryptages vraiment intéressants. Je vous donne beaucoup de références, je les creuse pas ici. Vous me connaissez, j'aime bien documenter soigneusement mes présentations, mais ça donne aussi l'opportunité à celles et ceux que ça intéresserait d'aller chercher. Toutes les références figurent ici. Alors, l'impact sur la santé mentale, il est bien connu aujourd'hui. On sait qu'il y a eu des niveaux de détresse et d'anxiété accrus au début de toute cette histoire, qu'il y a un groupe substantiel d'individus qui n'a pratiquement pas été affecté. Et ça, en fait, beaucoup d'épidémiologistes américains l'ont souligné, c'est qu'en fait, la gestion du Covid a été très antisociale. Toute la classe aisée, assurée d'avoir son salaire à la fin du mois et qui au fond était très heureux de travailler à domicile, s'en est très bien sortis. Et c'est les classes défavorisées, les gens exposés, les gens soumis à des chantages comme les soignants, qui eux, au contraire, ont eu des contre-coups absolument majeurs, au premier rang desquels les travailleurs de la santé, les enfants, les adolescents, les étudiants, les personnes âgées. Les personnes souffrant de troubles psychiatriques se sont montrées relativement résilientes parce que voilà, elles ont l'habitude de faire face à l'adversité. Plus gros impact, c'est sur les jeunes. Et là, vous avez dans la page de droite, à la droite de l'image, un diagramme publié en Espagne qui
fait l'équivalence entre les morts du Covid ou attribués au Covid dans les tranches d'âge et les morts par suicide. Et on voit qu'effectivement, le suicide est une pandémie psychique beaucoup plus destructrice que le Covid lui-même. Quand on réfléchit à l'ensemble des impacts, ben effectivement, la folie et la démesure des mesures qui ont été prises a touché tous les domaines de la vie, l'approvisionnement alimentaire et la qualité de l'alimentation. Il y a eu beaucoup de prises de poids, moi y compris, et les gens ont moins bien mangé en général, l'accès aux soins réduit, le secteur du tourisme, de la restauration et de l'hôtellerie qui a pris un bouillon, la dépression et la santé mentale qui ont explosé, moins d'accès au sport et à ce qui nous fait du bien, enfin voilà, l'éducation qui a été perturbée, des rituels de mort qui n'ont pas pu être correctement effectués. Donc, cette gestion problématique a vraiment impacté tous les domaines de l'existence, de la naissance à la mort, avec tout ce qu'il y a entre deux. Notre équipe, il y en a eu beaucoup internationales, a creusé et en montrant qu'effectivement il y a une corrélation importante entre les facteurs de stress traumatique liés au Covid-19 et le syndrome de stress post-traumatique, l'anxiété et la dépression. Et donc, il conclut que cette situation est un nouveau type de stress traumatique qui a eu et qui a de graves effets sur la santé mentale, mais sans précédent dans l'histoire. En tout cas, depuis qu'on est capable de monitorer ces choses-là. Ce serait intéressant de voir ce qu'il en a été dans des épidémies réellement destructrices comme la peste et le choléra. Mais là, en l'absence de dégâts, j'ai envie de dire, somatiques réels particuliers, il se passe quelque chose de nouveau. Une équipe de Aix-Marseille qui avait fait une recherche sur l'impact du confinement sur le métabolisme du cerveau, et en voyant qu'effectivement il y avait un impact sur le cortex sensorimoteur, sur l'amygdale gauche, avec une réversibilité partielle 55 jours après le déconfinement. Donc vraiment un impact massif mais aussi durable en partie. Et puis, mais ça sera pas une surprise pour ceux qui ont écouté mes précédents exposés, notamment celui à l'IHU Méditerranée Infection, parce qu'on sait depuis longtemps que l'isolement social et la peur génèrent des états inflammatoires, et donc on a même pu voir que des gens non infectés par le Covid développaient une neuroinflammation, et notamment avec les marqueurs indiqués ici, spécifiquement à ce stress généralisé. Alors tout ça on le sait, mais ce soir j'ai envie de vous apporter des éclairages particuliers, et notamment à partir de ce livre qui vient de sortir. C'est une personne que j'ai parfois mentionnée. Julien Tartaglia est professeur de neuromarketing et doyen à la Haute École de Gestion Arc Neuchâtel en Suisse. C'est un des meilleurs connaisseurs de la manière dont les messages publicitaires notamment impactent notre cerveau. Et dans ce livre qui vient de sortir, qui est vulgarisé, il est lisible, il propose des décryptages qui sont tout à fait intéressants et donc qui me tient à cœur de partager avec vous. Il y a quelques connaissances de base qui, peut-être qu'il peut valoir la peine de rappeler. Le premier, c'est qu'en cas d'incertitude, quand vraiment on n'a pas de repère parce qu'on n'a pas connu ça, le choix le plus économique sur le plan neuropsychologique est de caler nos actions sur celles des autres. Donc, l'effet de troupeau devient extrêmement fort au niveau de la population, mais aussi au niveau des dirigeants. Et notamment, les pays se sont beaucoup regardés entre eux. Une objection qu'on a souvent entendue, nous, par rapport à la corruption systémique, c'est « mais si ce que vous dites est vrai, tout le monde aurait dû se mettre d'accord ». Bon, on a quand même découvert depuis que McKinsey a été payé pour piloter la politique de plus de 60 gouvernements occidentaux et qu'ils étaient également payés par Pfizer. Donc, le fait que cette coordination ait pu s'installer d'une manière organisée paraît aujourd'hui relativement établi, mais toujours est-il que dans ces états d'ignorance collective, il y a comme ça des emballements mimétiques où on se copie les uns les autres et on se sent en sécurité à l'intérieur du troupeau. Alors, quelques ressorts particulièrement intéressants. Notre cerveau n'aime pas l'incertitude. Donc, quand on est dans une situation d'incertitude, nous cherchons ce qu'on appelle techniquement une clôture cognitive. La lumière au bout du tunnel. La solution qui va permettre
de sortir de l'incertitude. Et en ce qui concerne la situation sanitaire, on nous en a proposé beaucoup. Souvenez-vous, au début, le confinement, il est absolument nécessaire pour aplatir la courbe, ça n'a rien aplati du tout, mais c'est temporaire. Au bout de 3 ou 4 semaines, on confinera plus et ça sera de nouveau comme avant. Et puis avant, on nous dit non, mais il faut les masques. Et puis, une fois que ça sera passé, ça deviendra comme avant. Et puis, il y a une nouvelle vague, on met des couvre-feux. Et puis, on évoque un vaccin qui va nous sauver la vie. Puis en fait, il sauve pas la vie. On fait quand même... Donc, il y a eu un ensemble de fausses solutions, en tout cas qui se sont avérées fausses dans la durée, qui ont été proposées et qui se sont toutes soldées par un échec. Et donc, cet effet entonnoir d'être arc-bouté vers la sortie du tunnel est quelque chose qui s'est renforcé en cours de route. Sachant que c'est très compliqué pour nous de ne pas savoir sur quel pied danser, et merci Dominique de l'avoir rappelé, les réglementations n'ont cessé de changer. Donc en fait, on savait jamais à quoi s'attendre à l'avant. Alors, Julien Tartaglia décode vraiment avec beaucoup de pertinence, et en montrant par exemple, c'est tiré de son livre, hein, si j'amorce dans votre cerveau que la crise ne peut se solder que si tout le monde est vacciné. Et donc, je vous explique que pour éviter les fermetures et d'éventuelles répercussions, on nous l'a beaucoup dit, hein, le pass sanitaire et la vaccination servent à éviter un nouveau confinement. On sait par ailleurs que les confinements ne servent à rien, mais dans la narration c'était comme ça. Eh ben, je vous convainc qu'il faut instaurer un pass sanitaire qui garantit une liberté de fonctionnement normale pour les bons élèves, mais bien sûr une privation de liberté pour celles et ceux qui ne se vaccinent pas, c'est normal. Et donc, vous finissez par croire, appel à nos souvenirs que vivre normalement comme avant, ça résulte obligatoirement de la mise en place de ce pass, acceptation de règles, et le besoin de clôture cognitive vous pousse à y croire. Peu importe si, par exemple, en Suède, on n'a jamais utilisé ça, et que la Suède a eu un taux de mortalité beaucoup plus bas que la France. C'est-à-dire que toute cette verbalisation-là, elle tient pas la route. Mais dès lors qu'on est pris dans cette espèce de toboggan mental, eh ben, ça devient malheureusement convaincant, sachant par ailleurs que ça s'est tiré, c'est un article de Sébastien Boller, qui est docteur en neurosciences, rédacteur en chef de Cerveau et Psycho, qui écrit ici en mai 2020 dans le magazine Pour la Science, et qui rappelle que dans ces situations d'incertitude, nous convoquons des stéréotypes pour simplifier le monde, nous confions à la gouvernance d'une forme d'autorité, et même nous avons envie de systèmes de plus en plus autoritaires, comme une espèce de posture contraphobique contre l'incertitude. C'est très connu aussi que, par exemple, dans les votes politiques, les personnes qui ont vécu et grandi dans la précarité ont plus tendance à voter pour des profils autoritaires. Et puis toujours avec ces allers-retours incessants, hein, je ne crois pas à la vaccination obligatoire, il n'y aura pas de vaccination obligatoire, en France il n'y aura pas de passe qui empêchera certaines personnes de faire certaines choses, en Suisse quand tous ceux qui le souhaiteront auront été vaccinés, toutes les mesures seront levées, et alors même qu'il n'y a aucune raison sanitaire d'aller dans cette direction, on y va quand même, et donc une réalité de déboussolement. Il faut avoir un sérieux bagage, ou en tout cas avoir pris la peine d'essayer de comprendre pour échapper à l'hypnose que génère ce genre de processus. Alors la conclusion de Julien Tartaglia, c'est de relever les erreurs répétées, erreurs intentionnelles ou pas, mais dans la communication des autorités, tout est son contraire, rien ne tient la route, on dit une promesse et on la change. L'incertitude avec la diffusion évangélique via les médias de la croyance que le tout vaccinal permettrait de revenir à une vie normale, l'exposition permanente à des stimuli anxiogènes via les médias, avec cette répétition aussi, c'était toujours les mêmes messages au cours de toutes les vagues, qu'elles aient existé ou non, la promotion d'une pensée dominante, agressive et abusive, couplée à une stratégie de censure. Et effectivement, on a pu voir que des politiciens et des médecins ont basculé dans une violence inouïe au niveau du discours. Il faut cesser de soigner ceux qui refusent de se faire injecter.
il faut refuser de les nourrir. Il faut les déporter. Ce sont des dangers pour la population. Donc des verbalisations d'une virulence absolument phénoménale. Et puis, l'implication inédite d'une partie de la population dans le management de la crise, mais surtout dans le contrôle de l'autre partie de la population. Les enseignants qui imposaient aux enfants un masque inutile, dommageable, traumatisant, mais qu'ils le faisaient, en n'ayant pas le choix, ou de bon cœur. Les hôpitaux qui refusaient d'admettre les non-vaccinés. Les médecins qui adhéraient au fait qu'il fallait surtout pas essayer de traiter et que le vaccin était la seule solution, tout en étant payés de manière tout à fait anormale pour chaque acte d'injection pseudo-vaccinale. Et puis bien sûr, la fabrication par les médias de stéréotypes représentant les non-vaccinés, enfin tous ceux qui cultivaient encore le doute scientifique, comme étant des hurluberlus complotistes, tout ça des enclos mentaux, en quelque sorte, dans lesquels sont tombés la plupart des gens. Avec ce double effet de décrédibiliser les mouvements de contestation et de renforcer les croyances autoritaires. Alors le professeur conclut en disant que pour lui, le risque de basculer vers un régime de crédit social à la chinoise se met en place doucement, avec des états d'urgence qui se prolongent, des passes sanitaires liberticides, des idées violentes de punir des mauvais élèves dans la société, une perte partielle et bientôt totale de dialogue entre une partie de la population et ses autorités, le tout sur un fond d'inquiétude grandissant et en perdant de vue le bien commun le plus cher, le bien-être de la population dans son ensemble. Constat effectivement rude, mais je crois qu'il vaut mieux voir la vérité en face, on est mieux armé et on sait à quoi on a affaire. Alors en ce qui me concerne, j'ai envie de dire que j'observe aujourd'hui que le traumatisme est généralisé, mais dans deux registres différents. Il y a au fond le traumatisme de la doxa du Covid, et tous les gens qui ont été pris dans la narration fausse et en partie délirante des autorités et des médias, eux sont convaincus qu'ils ont failli mourir. Je rappelle quand même que l'espérance de vie n'a pas changé, n'a pas diminué en France, et puis qu'en dessous de 65 ans, hors maladie grave, personne ne risquait rien. Donc on n'était pas en danger de mort. Mais tout le monde se l'est imaginé, avec cette croyance folle que le danger était partout et que n'importe quel autre être humain pouvait me contaminer et me tuer, surtout ceux qui portaient pas de masque et avaient refusé de se faire vacciner, et que les complotistes et les fake news menaçaient la vérité dite par les autorités. Et ça, évidemment, que c'est un système relativement paranoïaque, mais qui est très traumatisant pour ceux et celles qui tombent dedans. Puis l'autre trauma, c'est celui qui a frappé ceux qui sont restés lucides face à la doxa du Covid. C'est-à-dire que, je sais pas comment vous le vivez, mais pour moi, c'est un réel traumatisme de voir une société que je croyais démocratique, avec des contre-pouvoirs solides, et surtout l'immense majorité des citoyens qui adhéraient vraiment de bonne foi aux règles de la liberté d'opinion, d'expression, de la tolérance des opinions, de la valorisation du débat, et ben de voir tout ça s'effondrer dans un système objectivement totalitaire, c'est-à-dire qu'il ne supporte plus une version différente de celle qui est mise en avant, avec une corruption généralisée, médecine, autorité, médias, presse, université, le cynisme qui règne, et cette alliance de l'imbécilité technique et de la malhonnêteté. Alors, je le dis précautionneusement, l'imbécilité technique, ça n'est pas une injure. L'imbécilité, c'est quand le bon sens et la raison font défaut. Et un exemple que je cite souvent d'imbécilité technique, c'est ces programmes d'économie pour les hôpitaux, où on a réduit les coûts en économisant à plein d'endroits, d'une manière qui a fait que l'absentéisme du personnel qui n'en pouvait plus et les démissions se sont amplifiées, et qu'au bout du compte, on a perdu beaucoup plus d'argent que ce qu'on voulait économiser. Ça, c'est l'exemple type de processus imbécile, et Dieu sait si on a eu dans cette histoire-là. Alors, pour le premier traumatisme, c'est relativement simple. Ça active les parties du cerveau qui sont en charge de l'analyse des menaces. Et c'est l'effet de répétition qu'il importe de mettre en lumière. C'est-à-dire que ça a été un bombardement de messages anxiogènes.
Et on a en fait deux systèmes. Un qui est d'évaluer de manière cognitive et rationnelle la nature du danger. Et puis l'autre, c'est d'entrer dans des processus neurophysiologiques et psychophysiques de défense, de survie, en quelque sorte, des voies beaucoup plus instinctives, et la répétition des messages a provoqué ça. Lorsque on garde encore un contrôle par les lobes préfrontaux, ça veut dire qu'on va essayer de contraster les informations pour voir ce qu'il en est réellement. Et là, le travail qu'on a fait au CSI, que vous faites depuis une année, est magnifique, parce que ça permet de s'outiller pour comprendre que, en tout cas dans cet endroit-là, il n'y a pas de menace particulière. On a toutes sortes de boucles de rétroaction dans le cerveau entre ces messages qui partent des centres émotionnels vers les parties de la pensée rationnelle et complexe, mais aussi des boucles d'inhibition de la peur. Et donc, je sais pas vous, mais en tout cas, moi, j'ai jamais eu peur du Covid. J'ai eu peur de la gestion du Covid, mais j'ai pas eu peur du Covid. Et Christophe André, qui bien sûr est figure bien connue, psychiatre, mais responsable d'un centre de troubles de l'anxiété, rappelle que si pour une raison ces centres de régulation ne freinent pas l'alarme lancée par l'amygdale, alors la peur ne connaît plus de barrière, c'est la panique qui s'installe, et à ce moment-là, elle se renforce et elle demeure aux commandes. Et au fond, la raison pour laquelle un certain nombre de personnes sont vraiment très azimutées aujourd'hui, c'est qu'il y a eu un emballement beaucoup trop intense et durable de ces systèmes biologiques. Je passe rapidement là-dessus, mais on a justement tout un système visant à réguler, évaluer, réguler, contenir, mettre en perspective nos vécus émotionnels. Et devant le bombardement, j'utilise à dessein cette expression, des cerveaux de la population par les messages médiatiques délirants, il y a quelque chose qui juste ne peut plus fonctionner chez l'immense majorité des gens. Et la clé, il faut le dire, parce que c'est pas une position politique, c'est une position salutogénétique et sanitaire. C'est que ce qui a permis le fait que cet emballement se passe comme il l'a été, c'est qu'il n'y a pas eu d'accès à une information honnête, loyale et de qualité. C'est-à-dire que les gens n'ont pas pu accéder aux informations qui auraient pu les nourrir dans leur compréhension du réel d'une manière qui stabilise les états d'anxiété. Et ça, pour moi, les médias, je parle vraiment en tant qu'expert en santé publique, sont les principaux responsables. Parce qu'autant les responsables politiques et bien sûr les médecins, les milieux médicaux et académiques ont une très lourde responsabilité dans l'affaire, si les médias avaient joué leur rôle de manière éthique, eh ben nous n'en serions pas arrivés là. Ce qui évidemment va encore plus loin que la phrase de Camus bien connue, mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde. Là, on peut dire en toute franchise que les médias ont créé avec les gouvernements le malheur du monde. Alors si on passe maintenant à la traumatologie de ceux qui se sont rendus compte que ça jouait pas, on pourrait proposer qu'en fait elle repose sur trois piliers. Le premier, c'est le ressenti d'impuissance. J'ai souvenir dans mon tout premier texte de mars 2020 d'avoir écrit c'est une situation sanitaire face à laquelle il faut être prudent, mais de grâce ne générons pas une psychose, parce que toutes les nouvelles sont rassurantes. Ça fait 2 ans et quelques que je vis une impuissance par rapport à ça, et de voir par exemple que des mesures aussi absurdes que le port du masque est infligé à des enfants en milieu scolaire, je veux dire, on est tellement impuissant face à ça que en soi c'est traumatisant. Il y a le sentiment d'injustice qui est toujours très violent, et puis la discrimination que nous subissons, nous tous qui essayons de dire quelque chose et qui, Emmanuel Darl l'a rappelé quant à Vincent et elle, mais nous sommes tellement nombreux à vivre cela que c'est effectivement quelque chose de très très violent. Alors quelques références très rapidement, ça c'est un article du British Medical Journal qui est le seul journal médical parmi les 4 grands à être resté intègre pendant cette crise, et où effectivement il montre que la Chambre des Lords, donc l'équivalent du Sénat britannique, a conclu que les données probantes étaient tout à fait insuffisantes pour imposer la vaccination aux membres des systèmes de santé. Voilà, ça c'est la réalité. On a vu des doubles standards partout. Les décès dus au Covid, tous ceux qui meurent avec un test PCR éventuel sont comptabilisés, mais les décès dus au vaccin, alors ça il faut prouver chacun.
J'en prends juste quelques-uns. Les autorités sanitaires américaines mettent en avant le risque relatif pour déterminer l'efficacité du vaccin, parce que le risque absolu est très faible, il est de 0,5% au mieux, mais utilisent le risque absolu pour minimiser le risque d'effets indésirables. On exige des études de contrôle randomisées pour les médicaments de traitement précoce, bon marché, mais pas pour les vaccins ou les rappels de vaccins. Voilà. Donc toutes sortes de doubles standards qui évidemment sont très choquants sur le sens éthique pour tous ceux qui ont gardé un cerveau en état de fonctionner. Pourtant, c'est pas faute de l'avoir dit. Nous-mêmes l'avons fait. Le British Medical Journal, je recite quelques manchettes, qui parlent de la corruption, de la politisation de la science et que ça tue des gens. L'illusion de l'evidence-based medicine au mois de mars 2022. Donc, entendez bien, une des plus grandes revues médicales au monde dit la manière dont on utilise l'evidence-based medicine aujourd'hui est une illusion dommageable, et des gens viennent nous expliquer que si on n'utilise pas cette méthode-là, à ce moment-là, rien ne vaut quoi que ce soit. Et puis, un titre qu'ils avaient fait sur l'hypothèse que le SARS-CoV-2 s'est bel et bien échappé d'un laboratoire, ce qui aujourd'hui semble quand même plus que probable. Eh bien, les médias ont mené des campagnes de désinformation. McKinsey, conseiller du président français, mais de tous les gouvernements occidentaux, est une boîte criminelle, comme les firmes pharmaceutiques. Là encore, c'est pas une injure, c'est juste la réalité qu'elles ont un casier judiciaire à faire frémir Al Capone, et puis qui récemment a fait un settlement à 500 millions de dollars. Vous savez qu'aux États-Unis, vous pouvez faire un arrangement pour pas être condamné. Parce qu'il y a eu plus de 500 000 décès comme résultat de leurs recommandations et des magouilles qu'ils ont conseillé une firme pharmaceutique de mettre en œuvre. Et puis, avec l'accusation de complotistes. Alors, je vous ai mis la traduction, c'est aussi un professeur de sciences politiques, Dominique Lenz de Haven-Smith, aux origines de la théorie du complot, qui vient d'être traduit en français. J'en ai signé la préface avec Ariane Bilran. Et Lenz de Haven-Smith rappelle que le terme complotiste a été initié par la CIA pour décrédibiliser tous ceux qui remettaient en cause le rapport d'enquête sur l'assassinat du président Kennedy, et que ça n'est qu'une étiquette pour dissuader quiconque de mettre en lumière des crimes d'État ou la corruption systémique de certains secteurs d'activité. Pourtant, on voit que cette étiquette a fait florès. Alors Louis, j'ai pensé à toi, tu sais que j'ai beaucoup de compassion pour ce que tu vis, parce que pour parler français, je trouve ça dégueulasse, et donc quand des titres parlent du complotiste Louis Fouché, anti-science, qu'il inquiète les spécialistes des dérives sectaires, on est vraiment dans quelque chose qui, dans une démocratie digne de ce nom, et avec des gens ayant un minimum de savoir-vivre et d'honnêteté intellectuelle, ne devrait pas exister, mais qui est un symptôme du temps. C'est-à-dire qu'il va tout à fait dans le sens de ce qu'on est en train de mettre en lumière. Il y a de la résistance. Martin Kulldorff, ancien épidémiologiste, professeur à Harvard, qui parle de science cassée. L'hypocrisie des experts médicaux. Et puis Jay Bhattacharya, qui est professeur d'épidémiologie à Stanford, qui dit que la censure que nous subissons des scientifiques opposés aux mesures de confinement par Big Tech, c'est l'équivalent des autodafés quand on faisait brûler les livres au Moyen-Âge, et elle dit que c'est une vraie honte que les autorités de santé publique aient coopéré avec les censeurs et que le rôle des journalistes est très troublant dans la matière. On sera d'accord. Et donc ça veut dire que nous subissons, tous ceux qui essayons de porter un regard honnête sur la réalité, quelque chose qui relève des préjugés, des attaques, de la stigmatisation, des stéréotypes, etc. Alors, il faut savoir que, de manière vraiment intéressante, tous les mammifères et certaines espèces d'oiseaux ont un sens éthique inné. Pourquoi est-ce que je vous ai mis ces bestioles-là? C'est parce qu'on sait, par exemple, qu'on a des expériences avec des perroquets, où finalement, si vous avez des friandises que vous mangez devant lui, et que vous lui en donnez de temps à autre, quand lui a des friandises, il va aussi vous en proposer. Mais si vous mangez ces friandises sans rien penser à lui et sans rien lui donner, il partagera pas celle qu'il a. Et puis les singes capucins, c'est une expérience très connue où si vous avez deux singes dans deux cages adjacentes à qui vous donnez des morceaux de carottes,
Ils sont ravis de manger leur morceau de carotte. Quand tout d'un coup vous donnez de la banane à l'un des deux, mais que vous continuez à donner de la carotte au premier, le premier devient fou. Parce qu'il voit que vous donnez de la banane à l'autre. Et donc, ce double standard, cette inégalité de traitement sont extrêmement choquantes pour nombre d'espèces vivantes et évidemment, a fortiori, l'être humain. Et en fait, nous avons des centres dans le cerveau qui sont en quelque sorte dépositaires d'une conscience de l'autre, mais aussi d'une conscience éthique, et alors qui sont plus ou moins développés. Ça vient à maturation assez tard, et puis on sait qu'il y a malheureusement certaines personnes chez qui ça se développe jamais. Il y a certains conducteurs sur la route, il y a qu'eux qui existent. Et puis il y en a d'autres qui pensent au bien-être commun et au bien-être collectif. Mais donc toujours est-il que nous sommes très sensibles sur ce plan-là. Et là, je vous présente un concept qui est un des plus intéressants de ce registre, qui, alors il se traduit mal en français, mais c'est la punition altruiste. C'est en fait des individus qui, quand ils assistent à une injustice, ne peuvent pas le supporter et donc vont faire quelque chose, même si c'est à leur propre détriment. Et c'est exactement ce que nous vivons les uns et les autres. Donc je tire un immense chapeau à vous tous qui avez pris des risques, qui subissez des conséquences, mais parce que c'est intolérable de voir ce qu'on voit, et donc on est prêt à en payer un certain prix dans cette logique bien comprise. Alors, je suis désolé, j'étais un petit peu long comme souvent, mais j'en viens maintenant à la salutogenèse. Vous voyez que si on tape dans PubMed, qui est le grand moteur de recherche sur la science médicale, les termes Covid et salutogenèse, on trouve 84 articles publiés récemment, donc ça a suscité de l'intérêt. Là encore, je donne un certain nombre de références très rapidement, mais ça a été étudié à la fois en Israël, en bas à gauche, comment est-ce que les personnes ont fait face à la pandémie avec... Israël était une espèce de laboratoire qui accessoirement a montré l'échec de la politique soi-disant vaccinale, mais les gens ont subi donc des choses très fortes. Et puis, comment est-ce que des soignants ont fait face et quelles sont les ressources sur lesquelles ils se sont basés. Alors je rappelle les trois piliers du sentiment de cohérence ce qui nous permet de faire face à l'adversité. Le premier, c'est la compréhension des événements. Et effectivement, tous ceux qui ont résisté à la doxa se sont très vite renseignés et finalement aujourd'hui connaissent beaucoup de choses sur la pandémie que la plupart des gens ignorent. C'est là où nous devons rester dans notre effort de communication. La conviction de pouvoir gérer les événements et trouver des solutions même si je suis en difficulté. Et puis, de fait, de donner un sens aux événements, notamment par rapport à nos valeurs fondamentales. Et si nous tous, nous avons accepté de subir un certain nombre de conséquences, c'est parce que nous savons quelles sont les valeurs que nous défendons et que la défense de ces valeurs est plus importante que la préservation d'un certain nombre de privilèges ou d'avantages. Un travail auquel je vous renvoie très volontiers, Mathieu Roy, qui fait partie des auteurs de l'étude, est un confrère aussi formé à l'Université de Montréal comme moi, qui est un des bons connaisseurs. Et en fait, il a montré que pour renforcer le sentiment de cohérence des individus, il est important de promouvoir des interventions centrées sur une approche positive. C'est bien de lutter et de dénoncer, mais il faut aussi, merci Louis, Réinfo Covid, l'AIMSIB et vous tous de l'avoir tellement rappelé, il faut cultiver du bon et du désirable pour éviter que un effet comme ça un peu minant se fasse, qui favorise le travail collaboratif, où on parle, on échange, en dialogue, on se questionne les uns les autres, de proximité, pas tous derrière des écrans ou des pseudonymes, et puis adapté au contexte et à la culture locale et inclusive. Donc les auteurs, c'est une recherche qui a été faite au Québec, ont mis en avant un certain nombre d'interventions possibles, mais c'est remarquable de voir que tout ce qui a été fait, les syndicats dans lesquels Olivier Soulier est, Réinfo Santé, Réinfo Liberté, enfin vraiment ont cultivé ces ressources salutogénétiques. Et puis le dernier élément que j'ai envie de mettre en valeur, c'est le 4, les récits de vie. Parce qu'il est très important que nous nous racontions les uns les autres ce que nous avons vécu, dès lors que c'est douloureux, et notamment, et je terminerai avec ça, à la lumière d'un processus qui a révolutionné
le traitement des traumatismes psychologiques, qui est la notion de reconsolidation mémorielle. Alors, je vais le faire très simple, mais vous pouvez creuser si vous voulez aller plus loin. C'est que, en fait, contrairement à ce qu'on croyait, la mémoire, c'est pas une ardoise sur laquelle on écrit à la craie. Puis une fois qu'on a écrit, c'est écrit. Nos mémoires, nos souvenirs se transforment en permanence. C'est-à-dire que quand on vit un événement nouveau, ce que vous voyez à gauche, nouveau souvenir, il y a une consolidation pour que ça s'imprime dans la mémoire longue. Mais après, à chaque fois qu'on y repense, le souvenir redevient labile. C'est-à-dire qu'il se désinscrit, si vous voulez. Et après, il se réinscrit à nouveau. Et si on y repense toujours avec la même douleur, ou la même colère, ou la même... ça veut dire qu'on va le réinscrire à l'identique. Et c'est là où, depuis une vingtaine d'années maintenant, la psychotraumatologie a fait des pas de géant, c'est qu'on s'est aperçu que si au moment où on évoque le souvenir, on le fait dans un cadre agréable, avec des gens avec qui on est à l'aise d'être, en nommant les choses d'une manière mutuellement intéressante, il va y avoir des expériences psychologiquement positives qui vont venir s'associer à la mémoire douloureuse et changer sa réinscription. Et notamment, une des démarches emblématiques de ça, c'est ce qu'on appelle l'EMDR, c'est les mouvements oculaires alternés pour gérer les stress traumatiques. Et effectivement, il y a une somme d'évidence dans la littérature evidence-based qui est extrêmement robuste en faveur de ça. On l'a utilisé par rapport au Covid. Et en fait, l'hypothèse la plus probable aujourd'hui, c'est que c'est surtout le fait d'être dans cet état d'esprit positif, dans un cadre de sécurité, avec quelqu'un de confiance. Et donc, quand on est dans ce récit que nous nous faisons les uns les autres, la manière dont on le nomme, le fait que ça soit compassionnel, tolérant, constructif. Vous voyez, c'est ça aussi qui permet de transformer la mémoire traumatique de sorte à pouvoir gagner de la distance, sachant que le but de tout ça, c'est pas de nier la douleur qu'il y a eu au moment où elle s'est produite, mais c'est de ne pas rester enfermé dans la douleur ou de pouvoir la transformer en quelque chose d'autre. Et pour ça, nous avons besoin les uns des autres et où nous avons besoin de toutes ces différentes ressources. Merci beaucoup Jean-Dominique pour cette belle présentation autour de la question du traumatisme, autour de la question des agents de ce traumatisme, à la fois interne et externe. Le soulignement que tu as fait du rôle des médias, parce qu'effectivement, souvent l'invective va à nos pouvoirs politiques, va à ces médecins incompétents ou corrompus, va aux citoyens qui sont des moutons, mais jamais à une volonté orchestrée, sophistiquée, au sens de la sophistique, du sophisme initial, de construire un récit traumatisant de manière extrêmement brutale. Je l'avais rappelé dans une intervention sur l'hypnose, en rappelant les éléments de l'hypnose traumatique. Là, tu le fais par le biais du neuromarketing. Mais finalement, c'est la même chose et c'est les mêmes outils qui sont en place. Et merci aussi d'en arriver à cet élément final, le fait de re-raconter. Nous sommes des êtres de récit, des êtres de blabla. L'humain adore ça, se réunir autour du baobab et raconter le palabre pendant des heures pour refaire le monde. Et donc, c'est ce qu'on fait tous les jeudis soirs, tous ensemble. Alors, je vous invite tous à remonter pour une petite discussion d'une quinzaine de minutes, si ça vous va. Avant de conclure. Je mets la parole au centre, la prend qui la veut. On est tous timides tout d'un coup, hein. On sait tard peut-être. Bon, en tout cas, bravo et merci Jean-Dominique. Moi, je vais revenir sur mon dada parce que tu en as parlé. Il y a deux grands éléments, encore une fois, c'est la peur, mais aussi l'argent. Tu as parlé, bon, ton exposé est très large, il y a beaucoup de choses qu'on pourrait dire, mais concernant les soignants, ce qui me concerne directement, c'est vrai que tout à l'heure Dominique a montré à quel point ils ont été manipulés par la peur d'avoir des sanctions, peur d'être interdits, etc. Et puis également manipulés par l'argent. Voilà, moi ce qui me choque, si tu veux, c'est vraiment l'absence de prise de risque
parce que c'est ça finalement. On peut nous manipuler par la peur et l'argent, mais à un moment donné, on a quand même fait ce métier dans certains buts, et où sont les médecins de guerre, où sont les médecins du monde qui sont allés soigner au risque de leur vie et sans avantages financiers des gens partout dans le monde et depuis des siècles. Je veux dire, les premiers chirurgiens de guerre et c'était déjà lors des guerres napoléoniennes, entre autres. Et c'est très choquant de voir à quel point les médecins se sont retranchés derrière j'ose pas, il faut pas. Et moi, c'est ce que j'entends souvent. Dans le doute, abstiens-toi. Mais dans certains cas, je pense qu'effectivement, c'est un conseil de bon sens. Mais en médecine, quand on a des gens qui souffrent en face de nous, je trouve ça perturbant et même choquant. Et voilà. Et encore une fois, on le disait tout à l'heure, c'est les patients, c'est les usagers de la santé qui vont, par leur demande, créer quelque chose demain et nous aider à créer quelque chose demain. Et de la même façon que nous sommes là depuis plus d'1 an, parce que en face de nous, aujourd'hui encore, il y a des milliers de personnes qui nous demandent et qui nous donnent envie de continuer à être là et, comme disait Louis, à continuer à blablater. Merci beaucoup, Eric. Alors, tu me poses ce problème-là des médecins qui ont démissionné en partie, comme Dominique l'a posé, et en même temps, je crois que on a souligné le fait que cette maladie se soigne, que finalement les épisodes épidémiques étaient peut-être pas si importants que ça, en tout cas à l'aune de l'épidémiologie générale, bien sûr. Pour l'expérience particulière, c'est toujours très très douloureux d'être malade ou de perdre un proche, mais je crois qu'on a un vrai problème d'information avec une partie du soin, une partie de la salutogénèse, c'est de travailler à cette information, de la remettre, de trouver des interstices. Et parfois, je me prends à penser que les censures nous donnent le bon chemin qui est patient, méthodique et qui doit prendre les gens là où ils en sont. C'est-à-dire que balancer un énorme coup de pied à la figure de quelqu'un en disant tu sais que McKinsey, Bill Gates, etc. ont décidé de ton avenir et qu'en gros t'avais pas ton mot à dire, c'est beaucoup trop violent pour un certain nombre de gens autour de nous qui ne sont pas déjà prêts à entendre que Pfizer a déjà eu 2,9 milliards de dollars pour falsification de données, corruption, etc. Donc parfois je me prends à penser que YouTube nous donne le bon chemin en nous disant mais ça vous pouvez pas le dire, c'est trop tôt. Allez-y doucement, passez par un autre angle, trouvez un autre canal d'approche. Parce qu'à la fin, il va falloir réussir à simplement se mettre autour d'une table. Et ça, c'est un travail extrêmement patient, très thérapeutique, parce qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui ne veulent pas parler du Covid, qui ne veulent pas parler de la vaccination. Y compris dans des gens qui sont dans la résistance, entre guillemets, autour de moi, des gens qui ont leurs enfants ou leur famille qui a été vaccinée et qui simplement disent non, mais moi, je peux plus entendre ça. Parce que sinon, on tombe dans l'autre peur. Celle que on va tous mourir, celle que Jean-Dominique a décrite aussi, le traumatisme de ceux qui se retrouvent impuissants face à tout ce qui se passe. Donc, je crois qu'il est très important qu'on parle des éléments d'empuissantement, d'empowerment, comme on dit. Et on l'a dit, c'est à la fois re-raconter l'histoire, l'écouter dans une écoute empathique, et puis faire ce qu'on peut à chacun son endroit. On peut tous des choses différentes. Il y en a qui font des cakes aux olives pour les manifs. Il y en a d'autres qui font juste un like sous la vidéo ou qui s'abonnent. C'est déjà très bien. Puis il y en a d'autres qui créent des syndicats, qui font des choses plus compliquées. Chacun fait à sa mesure et c'est parfait. Oui, alors écoute Jean-Dominique, à chaque fois on se régale quand tu poses. On va devenir addict, un peu comme sous le baobab et les palabres. Et je voulais rebondir sur 2-3 choses. Alors, tu nous as parlé de pathogénèse et de salutogénesse. Je pense qu'il va falloir parler aussi des maladies génèses qui passent donc par l'éducation nationale. Je ne sais plus si j'en ai parlé la dernière fois, sur ce que vont faire les enseignants bientôt avec la démission des mots. D'ailleurs, je vais partager avec vous un lien qui va être sur la définition de la maladie. Parce qu'avant, la maladie OMS, c'était le dysfonctionnement d'origine psychologique, physique et ou sociale, qui se manifeste sous différentes formes, sur la source OMS, et la proposition que va être donnée tous les enseignants, pour les CM1, CM2, 6e, c'est-à-dire pour le cycle 2 et 3, c'est troubles du corps pouvant être provoqués par un microbe. Voilà. Une maladie, pour un enfant, c'est un microbe. Donc, il ne faudra pas s'étonner qu'ils vont se laver les mains 40 fois par jour ou porter le masque.
Et l'adage j'aime bien citer cet exemple du professeur Villain, chirurgien de la main, qui est décédé en 89, qui était dans un hôpital parisien, Boussicot, et qui disait paix sur les plaies à germe de bonne volonté. C'est-à-dire, il va falloir comprendre quand même qu'on peut se nettoyer les mains 40 fois, c'est pas forcément le meilleur moyen de s'enlever des microbes. Et je voulais rebondir un peu sur une ou deux choses que tu as dit. La crise ne peut se solder que si tout le monde est vacciné. Oui, et il y a le danger, si tout le monde se vaccine, c'est qu'on n'aura plus de population de référence, de population témoin. C'est-à-dire des effets indésirables, on peut les voir actuellement s'ils sont en augmentation que si on peut comparer avec une population témoin. Et s'il n'y a plus de population témoin, parce que si tout le monde est vacciné, eh ben on dira non. Prouvez-nous qu'il y a des effets indésirables puisqu'on ne pourra plus le comparer. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs pour le garde d'asile aux États-Unis, où sur des critères intermédiaires, ils ont dit ah oui, il risque d'avoir une perte de chance pour les femmes non vaccinées, donc on vaccine tout le monde. Ce qui fait qu'il n'y a plus la notion de groupe témoin. Et puis tu nous parlais de l'EBM. L'EBM, tous les scandales sanitaires, c'est pas l'EBM qui les a montrés. On a bien vu avec l'affaire Mediator, c'est des lanceurs d'alerte individuels, médicales ou de patients, comme pour les Votirox. Et puis, j'ai bien aimé ton illégalité, ta banane chez les singes. Et finalement, ça m'a fait penser à ce que disait M. Macron, en répondant à un soignant qui disait, mais bien sûr qu'il va pas falloir vous réintégrer, parce qu'imaginez un peu la colère de ceux à qui on a obligé de se vacciner pour continuer à travailler. Donc, on peut pas. Eh ben, c'est le singe et la banane. C'est exactement ce que tu nous as dit. Et effectivement, on est pris dans un cercle, enfin, ils sont pris dans un cercle insupportable et on ne sait pas, ça va être difficile de l'enlever. Donc, le coup de la banane, c'est vraiment exactement la situation pour lequel le gouvernement va continuer à exiger de tous les soignants de se faire vacciner pour retravailler, parce que sinon, les autres seront pas contents, ils seront très coléreux, comme les singes que tu nous as montrés, Jean-Dominique. Merci Philippe. Je crois que quelqu'un d'autre peut-être veut prendre la parole. Oui, je voulais dire par rapport à ce que vient de dire Philippe sur le fait qu'on supprime le groupe témoin. Là, j'étais en train de regarder juste avant de venir les essais cliniques sur le Novavax, c'est le dernier qui est sorti. Et c'est pareil, là, au bout de 2 mois, ils ont décidé que tous les gens qui avaient reçu le placebo, ils les vaccinaient. Et inversement, tous ceux qui avaient été vaccinés, ils leur filaient le placebo. Voilà. Pour pas qu'il y ait de jaloux. Donc, c'est ça. Au bout de 2 mois seulement. Hein. Donc, comme ça, on est vraiment sûr de ne pas pouvoir faire de différence entre les deux en termes d'effets secondaires. C'est grandiose. Merci. Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole? Oui, je pense que dans le principe de la salutogénèse que tu as très bien développé, Jean-Dominique, je pense que être capable de proposer, comme on le fait ici, un autre référentiel calme, sage, tranquille, c'est très important. Et proposer en médecine un autre référentiel, ne serait-ce que par exemple, comme citait Philippe, sur les microbes, en disant que les microbes ne sont pas dangereux, que, comme disait Claude Bernard, la maladie n'est rien, le terrain est tout, que les microbes sont nos amis, que les microbes nous protègent des infections, que d'ailleurs on a diabolisé et il y a une sorte, quand tu parlais du sens, qu'est-ce que ça veut dire? Il y a une sorte de perte du sens. On a donné des sens complètement faux. Et je pense qu'il faudra reproposer, comme je le disais tout à l'heure, une médecine calme et tranquille, une médecine humaniste, une médecine qui fonctionne, une médecine qui s'attache au bien-être des gens, qui s'attache à l'attention qu'on va avoir à eux. Et face à ce discours un peu délirant, être capable de reposer calmement, tranquillement, et en particulier dire arrêtez d'avoir peur des microbes. Les microbes ne sont pas dangereux. Les microbes nous aident à rester en bonne santé. Et si vous n'aviez pas de microbes autour de vous, vous ne pourriez pas survivre. Ils sont non seulement pas dangereux, mais absolument indispensables à votre santé. Sans microbes, vous n'existez pas, vous ne fonctionnez pas, vous ne digérez pas, vous ne vous protégez pas. Donc voilà, c'est tout à fait là. On a essayé de créer des ennemis là où ils n'existaient pas. Et donc la médecine homéopathique que je pratique ou toutes les médecines naturelles montrent bien que la maladie est un équilibre ou une rupture d'équilibre et que la maladie fait intimement partie de la bonne santé. Donc, toute cette compréhension-là, j'ai envie de dire, c'est un peu comme quand les gens ont peur de l'avion, qu'on leur fait faire des stages pour leur montrer comment ça se passe, que les ailes peuvent bouger de 6 mètres d'extrémité, que c'est pas grave, etc. Il faudrait faire des stages en disant, regardez, c'est pas dangereux. Les microbes ne sont pas dangereux, c'est pas grave. Vous pouvez en manger, il va rien vous arriver.
et où la plupart du temps, 99,9% des microbes sont totalement sans aucun danger. Donc il faudra reposer, je pense, des choses simples, tranquilles, et ça va faire partie de la salutogénèse. Voilà. Ouais, merci beaucoup Olivier. Et sur ce thème-là, je prends en tant qu'orateur et pas maître de séance. Un des dadas qui fait que probablement ça provoque lire des médias et du pouvoir qui traînent dans la boue en expliquant que je suis un gourou d'une secte d'extrême droite qui appelle à la violence, que je fricote avec des néo-nazis pour maltraiter les patients, c'est la question de la non-violence. Et derrière la non-violence gandhienne, une question extrêmement simple d'empowerment qui est le non-agir. Paraît extrêmement paradoxal pour beaucoup de gens, mais qui est que en non-agissant, je suis capable de transformer de manière extrêmement efficace le système. Surtout si je non-agis à plusieurs. Parce que moi, tout seul, effectivement, si je non fais quelque chose, il se passe pas grand-chose. Mais si je me mets en lien avec d'autres et que je commence à non-agir, à non manger du McDo, à non boire du Coca, à non répercuter les informations d'Olivier Véran, à non lire les informations de la Direction Générale de la Santé envoyées chaque jour sur mes mails. En fait, petit à petit, je rends nul et non avenu tout ce qui est fait par le pouvoir. Et là, le champ d'exploration, le champ des possibles ouvert par cette question du non-agir et du boycott est proprement faramineux, éblouissant et très rassurant. Donc, je vous invite à non-agir et à boycotter et à réfléchir à tout ce que vous pouvez boycotter de plein de manières différentes et bloquer de plein de manières différentes. D'autant plus que ce non-agir à des endroits qui vous rendent malade, comme par exemple écouter Olivier Véran ou le président, vous permet d'investir de l'énergie à des endroits qui vous font du bien. Animer une réunion avec vos voisins d'un repas de quartier juste pour discuter de choses et d'autres ou dire et si on faisait le point sur tout ce qu'on a vécu du Covid, chacun va raconter et personne ne fait de commentaires. Ça pourrait être un thème de soirée, quoi. Ou faire une soirée déguisée Covid, ça laisse plein d'imaginaire. Enfin, voilà, j'ai dit. Dominique, est-ce que tu veux nous dire quelque chose sur tout ça? Oui, j'ai beaucoup apprécié cet exposé. J'ajouterais juste une chose, ou en tout cas, disons aux gens, débranchez la télé, débranchez la radio, ne lisez plus la presse, en tout cas la presse mainstream, faites-vous retrouver la convivialité, refaites-vous un réseau social, retrouvez les amis, etc. Et s'il vous plaît, parlez d'autre chose que des sujets imposés par notre classe dirigeante qui effectivement rend les gens malades, ça c'est certain. Et surtout, pour terminer, merci encore au CSI. C'est l'une des petites lumières qui, dans le tunnel, nous permet de garder l'espérance. Merci beaucoup Dominique, on t'invitera plus souvent, ça fait plaisir d'avoir des compliments. Vous vous souvenez qu'au fond de la boîte de Pandore, qui est ouverte par Pandore, qui a été donnée à Épiméthée par Zeus pour lui tendre un piège après que Prométhée ait volé le feu aux hommes, aux dieux pour le donner aux hommes, et la boîte de Pandore contenant tous les mots de la création sont répandus sur la terre. Et tout au fond, il y a une toute petite voix, un tout petit quelque chose qui est coincé. Quand Pandore regarde après, au fond, elle le voit, elle dit, il reste un truc. C'est l'espérance. Alors, c'est un peu paradoxal. Est-ce que l'espérance, c'est un des mots qui fait que on continue parce qu'on est des humains sans tête, on veut continuer, quoi. Ou est-ce que non, c'est la guérison, c'est le salut à la fin. Ça reste entièrement ouvert.